Ça y est, ça fait quelques semaines que je m'entraîne à fond sur les fleurs à l'aquarelle de niveau avancé et je me sens prête à faire un grand format. Donc là, c'est un format 56 par 76 cm, donc quand même assez grand. Bien sûr, il y a toujours plus grand, mais c'est quand même assez costaud. Et je me suis dit, allez, je prends cette grande feuille et je me lance dans un grand bouquet en mélangeant toutes les techniques que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. Du flou, du net, papier humide, papier sec, des marques expressives, des marques plutôt suggérées, enfin vraiment de tout. Ma photo d'inspiration pour ce bouquet géant a été faite et générée par l'intelligence artificielle mid-journée. Donc incroyable, je vous mets à l'écran le rendu de la photo que j'ai générée avec l'intelligence artificielle et qui m'a servi de base pour cette peinture. Et je me suis bien amusée à faire cette création, donc dans cette vidéo je vais vous montrer le processus et par-dessus je vais répondre à pas mal de questions que vous avez pu me poser. Je vous ai mis une petite boîte à questions anonyme et vous m'avez posé pas mal de questions, donc c'est parti. Alors pour commencer, quelques questions sur ce bouquet en particulier, notamment la question comment se lancer dans un format aussi grand sans avoir peur de tout rater, le gros format donnant plus de stress et d'appréhension que les petits s'il faut tout recommencer. Alors à cette question, je peux vous donner plusieurs pistes. Déjà, le format grand, en fait, il y a aussi des avantages. C'est-à-dire par exemple quand on travaille dans le flou, quand le papier est humide, si on pose une goutte d'aquarelle sur un grand format ou sur un petit format, la diffusion sera la même. Par contre, à l'échelle du papier, finalement, ça va moins se diffuser sur le grand format, vu que c'est plus grand, alors que sur le petit format, quand on travaille dans le mouillé, ça va se diffuser de la même façon, mais comme c'est plus petit, eh bien, ça va finalement plus se diffuser. Donc, j'ai l'impression que dans le mouillé, c'est un petit peu plus facile de contrôler le résultat avec un grand format, pour cette raison-là. Après, avec le grand format, pour faire une zone détaillée, finalement, c'est plus grand. Donc, je peux faire des marques quand même assez expressives, plus que si je fais un petit format, il faut que je fasse attention quand même à aller dans le détail et dans la précision. Donc, ça dépend un peu de votre sensibilité. Mais moi, je suis peut-être plus à l'aise avec un format un peu plus grand. En général, je travaille sur du minimum, sur du quart de format Jésus. Pour mes explorations personnelles ou des demi-formats Jésus. Les formats Jésus en plein, donc le format que vous voyez là à l'écran, c'est un petit peu plus rare que je le fasse, mais en général, je le fais après m'être un peu entraînée, donc une fois que je suis plus à l'aise. Et je ne cherche pas forcément à refaire 15 fois ma création. Aujourd'hui, dans les techniques que j'utilise, j'essaye d'utiliser de la gouache, d'utiliser du mix média pour arriver à mes fins sans forcément avoir besoin de refaire 12 fois ma création. Donc pourquoi pas le grand format, vous voyez, ça peut compléter un petit peu, en tout cas ça peut être intéressant à explorer, c'est pas forcément plus difficile, c'est juste différent. Alors après, vous m'avez posé beaucoup de questions sur comment mouiller le papier avant de commencer toute la feuille, est-ce qu'il faut l'imbiber ou pas, etc. En fait, il y a plein de façons différentes de faire. Vous pouvez mouiller le papier au recto, sur le verso, les deux, l'un ou l'autre. Vous pouvez attendre que ça sèche, ne pas attendre que ça sèche. Vous voyez, il y a plein de façons différentes qui apportent des résultats différents. Donc là, par exemple, j'ai mouillé l'arrière de la feuille et l'avant de la feuille. C'était vraiment hyper humide comme support pour avoir vraiment un flou au maximum. Mais après, voilà, tout est possible et il faut savoir quel est le résultat avec chacune des techniques, mais il n'y a pas vraiment de méthode où il faut faire toujours d'une certaine façon. Par exemple, moi, dans ma façon pour faire des fleurs pour débutants, je ne mouille pas ma feuille parce que ça permet d'avoir le plus de contrôle du geste, de garder le papier bien sec. Il n'y a pas de flou, il y a moins de surprises, alors qu'avec le papier mouillé, il y a forcément beaucoup plus de flou et d'inattendus. Après, vous m'avez posé la question sur comment préparer les couleurs sur un si grand format. En fait, sur un si grand format, vous pouvez utiliser de l'aquarelle. D'ailleurs, en partie, j'utilise de l'aquarelle pour cette création. Moi, j'aime bien utiliser des encres. Donc, ça peut être des encres aquarelles, des encres acryliques, des encres de Chine colorées, voilà, plusieurs formats d'encre. Parce que c'est plus pigmenté, donc ça me permet, en fait, avec moins de jus, en tout cas avec un jus bien concentré, d'avoir tout de suite des pigments, alors qu'avec l'aquarelle, comme c'est en tout cas avec l'aquarelle en tube, on a des choses plus pigmentées, mais quand même il faut pousser la peinture, préparer beaucoup de jus, mettre pas mal d'eau. C'est parfois plus difficile d'avoir des couleurs autant pigmentées. Donc c'est plus rapide pour moi parfois d'utiliser les encres qui sont plus pigmentées. Le défaut, c'est qu'il y a certaines réactions des fois des encres qui sont différentes de l'aquarelle.
surtout l'aquarelle extra fine. Donc en fait, chacune a des propriétés un petit peu différentes, il faut les connaître et ça permet en jouant avec d'avoir les résultats qu'on veut. En fait, moi finalement, je m'en fiche un petit peu. Ce que je veux, c'est avoir le résultat que je veux et j'utilise les propriétés de chacune des encres à ma guise pour obtenir mon résultat. D'ailleurs, j'utilise aussi de la gouache, mais plutôt à la fin, quand j'ai envie de rajouter certains détails en clair à la fin de ma création. Vu que c'est opaque, je peux passer par-dessus l'aquarelle. Alors après, on passe à des questions un peu différentes. Alors vous êtes lâchés dans les questions anonymes, donc c'est bien, c'est ce que je voulais. Notamment, le truc qui est revenu beaucoup, c'est le fait de travailler en couple et d'être artiste. Donc en fait, moi, je travaille avec mon mari, il s'appelle Alexandre, et il travaille avec moi depuis octobre 2020. À temps plein, donc moi aussi, sur l'entreprise, donc Tribulation de Marie, donc principalement une entreprise artistique autour de cours vidéo d'art. Et donc vous m'avez posé comme question, travailler avec son conjoint, les plus et les moins. Alors donc je dirais les plus, c'est vraiment la liberté que ça apporte. Franchement, on est 100% libre, c'est-à-dire que si on veut partir en vacances, prendre un week-end de 4 jours, finir plus tôt, finir plus tard, prendre un rendez-vous au milieu de la journée, personne ne nous impose rien en fait, même si on travaille aussi en équipe. Et donc on n'est pas que tous les deux, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut et ça, on adore ce style de vie-là, de n'avoir aucune contrainte, c'est vraiment génial quoi, je vois pas mieux. On travaille à la maison aussi, nous on aime bien, beaucoup de personnes nous disent « Ah, c'est pas gênant à force de travailler chez soi, de vivre chez soi, d'être tout le temps à la maison ». Nous on aime bien, on a la chance d'avoir un grand appartement maintenant. Alors au début c'était pas le cas, hein, ça a pris du temps avant d'avoir cet appartement-là, mais voilà, maintenant on habite dans un grand appartement, on a la place, on a une pièce séparée pour le travail. Et franchement, nous, on adore notre appartement, donc on est trop bien dedans. Après, les points négatifs, souvent, l'a priori, c'est le fait de ne pas avoir de collègues et d'être tout le temps à deux et du coup de voir personne. Nous, franchement, ça ne nous gêne pas. On est assez casaniers, on n'est pas ultra sociaux, donc ça ne nous gêne pas, franchement, d'être ensemble et de ne pas forcément avoir 12 collègues en réel. Ce qui a été le plus difficile à appréhender, c'est plus le rôle de collègue. Avec Alex, on est ensemble depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans. Et en fait, on se connaît quoi, en tant que couple et pas vraiment en tant que collègue. Et c'est vrai que moi, dans mon entreprise, je suis déterminée, j'ai de l'ambition, je suis en mode boost, j'ai envie que les choses avancent. C'est pas forcément la même ambition pour Alex, en tout cas, il est moins impliqué que moi dans mon projet. Donc voilà, il faut réussir à trouver son équilibre. Donc on a dû beaucoup travailler sur la communication, bon, chose qu'on avait déjà beaucoup essayé de faire en tant que couple parce que c'est hyper important. Mais c'est vrai que ouais, essayer de communiquer en tant que collègue, comprendre comment l'autre travaille, c'est normal de ne pas fonctionner pareil et donc de ne pas communiquer pareil et de ne pas comprendre forcément l'autre de la même façon. Donc voilà, ça a été une phase un peu compliquée de naviguer tout ça, de savoir comment se parler, comment ne pas blesser l'autre, comment parler à l'autre mais que ce soit en tant que collègue et pas qu'il le prenne mal en tant que mari. Voilà, donc c'était plutôt ça en fait qui est le plus difficile, mais finalement, en résumé, on n'a pas tellement de moments où on bosse ensemble à proprement parler parce qu'on fait des choses très différentes pour l'entreprise. Moi, je fais la partie plutôt créative, la création des cours, etc. Et Alex, c'est plus la partie opération, la partie administrative, etc. Donc, en fait, on n'a pas forcément l'occasion de faire des réunions tout le temps ensemble. En fait, on parle peu. Donc, chacun bosse un peu dans son coin et ça nous convient. En fait, c'est comme si on bossait presque sur 2 projets différents, mais au même endroit. Donc nous, ça nous convient. Les aspects positifs dépassent largement les aspects négatifs. Après, question qui peut paraître indiscrète, mais comme tu as dit que c'était bon pour toi, je me lance. Aujourd'hui, tu vis à 100% de ta passion avec ton mari à tes côtés. Envisagez-vous une vie de famille avec enfants? Parce que côté organisation, ça change carrément la donne. Est-ce compatible à ton avis? C'est une bonne question. C'est vrai que la vie de famille en tant qu'artiste, avec 2 personnes, donc les 2 qui sont sur le projet artistique, j'en connais pas beaucoup des exemples comme ça et c'est quelque chose qui me faisait un peu peur au début où je me disais est-ce que c'est faisable en fait d'envisager une vie de famille avec cette configuration de vie. Et c'est vrai que du coup, au début, ça faisait un peu peur. Mais après, ce que je me suis dit, c'est que je suis mise à chercher des exemples de personnes en fait qui ont des familles et qui ont une vie plutôt créative ou artistique
et qui en vivent très bien. Et en fait, des exemples comme ça, il y en a aussi. Il suffit un peu de les chercher. Des fois, quand on est un peu dans sa bulle et qu'on voit ce que font la famille, les amis, voilà, les gens proches de nous, eh bien, on va avoir des modèles qu'on connaît. Mais des fois, de nouveaux amis peuvent avoir de nouvelles façons de fonctionner. Des personnes qu'on ne connaît pas aussi en ligne peuvent avoir d'autres façons de fonctionner. Et moi, ça m'a aussi ouvert les yeux sur ce qui était possible et ça m'a moins enfermée dans un schéma. C'est dur de vivre de mon art, c'est impossible d'avoir une famille et d'avoir une entreprise et de vivre de mon art et de travailler avec mon mari et d'avoir une équipe. Pourquoi pas en fait? Et réussir à avoir ces personnes-là qui ont tout finalement, ça me paraissait presque trop beau pour être vrai, mais en fait ça existe et elles s'en sortent bien. Donc pourquoi pas? Donc je ne sais pas encore si c'est un projet ou pas, c'est forcément on y pense, mais voilà, on verra. Mais en tout cas, j'ai plus d'espoir parce que je me dis, en fait, il y a des gens qui arrivent, donc pourquoi nous, on ne s'en sortirait pas? Certes, ce sera une organisation différente et ce sera voilà, une façon de fonctionner différente, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas, je pense. Aujourd'hui, on est tous les deux en CDI, donc c'est un peu comme un métier normal. Simplement, c'est un métier artistique, quoi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine sur, on va dire, l'avenir de mon entreprise artistique. Au début, je me demandais si ça va aller durer, si j'allais réussir à faire pérenniser le projet. Au bout d'un moment, quand vous allez créer depuis longtemps et faire votre entreprise artistique depuis longtemps, vous allez arriver à un moment où vous allez avoir acquis suffisamment d'expérience pour rebondir face à tout ce qui pourrait arriver en fait. Et avec toute cette expérience-là, vous serez capable d'organiser quelque chose, de lancer un produit, de vous retourner sur vos pattes en fait, pour que ça continue à fonctionner. Aujourd'hui, je vois les choses comme ça et je suis moins craintive vis-à-vis de la stabilité de mon projet. Je pense que j'ai acquis suffisamment d'expérience pour que ce projet soit stable. J'ai pas peur qu'il s'écroule. Alors après, vous m'avez posé pas mal de questions assez variées, donc je vais pas répondre à tout. On fera peut-être une autre vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, mais je vais en sélectionner quelques-unes pour continuer la vidéo pendant que vous me voyez continuer à peindre le bouquet. Alors, est-ce que j'ai déjà refusé des projets parce que je les trouvais nuls? Ouais, j'ai déjà refusé des projets. C'est important de savoir dire non. Clairement, j'ai dit non pas mal de fois quand c'est pas aligné, quand je n'étais pas inspirée par le projet, quand ça ne me correspondait pas. Ça n'a pas de raison de faire ce projet-là, quoi. Est-ce que tu aimes toujours autant peindre des fleurs ou tu aimerais changer de disque? Je reviens toujours au végétal, mais j'ai un peu peur de m'enfermer dans une thématique et de perdre mes compétences. Alors, ça dépend des moments. Il y a eu des périodes où franchement j'avais besoin de changer de disque, je comprends à 100% ce que tu dis. C'est pour ça par exemple qu'en 2020 je me suis mise à apprendre les paysages parce que les fleurs j'en avais déjà fait vraiment beaucoup et j'avais besoin de renouveler un petit peu ma pratique artistique. Donc carrément j'ai changé de disque et c'est pas une honte, tu as le droit en fait d'explorer de nouveaux thèmes, d'explorer des trucs très différents. Et après, c'est pas non plus une honte de garder le même sujet. Voilà, moi par exemple, là j'ai fait ma phase paysage. Aujourd'hui, je refais des végétaux. J'apprécie beaucoup les végétaux. C'est peut-être le sujet que je préfère le plus, encore plus que les paysages, je pense. Et c'est pas une honte d'avoir un sujet de prédilection et de faire un peu toujours les mêmes thèmes. Franchement, si ça te plaît, si ça t'intrigue, si tu as toujours envie de continuer à chercher l'inspiration autour de ce sujet-là, pourquoi en fait t'arrêter, pourquoi t'en priver? Il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de ta compétence. Voilà, tes compétences, c'est aussi en creusant le même sujet que tu vas en découvrir de nouvelles, etc. Après, l'angle d'attaque aussi du sujet, ça peut varier. Par exemple, moi, pour les végétaux, essayer de trouver des nouvelles techniques autour des végétaux, plus avancées, essayer de faire des motifs végétaux, essayer de travailler sur l'ordi avec le digital, sur la tablette. Tout ça, c'est des compétences un peu annexes, mais qui restent dans le même thème des végétaux. Et ça a aussi permis de renouveler le thème et pas seulement tout le temps faire fleurs, aquarelle, débutant, fleurs, aquarelle, débutant, fleurs, aquarelle, débutant, vous voyez. Un thème, ça peut être plus vaste que juste une façon de faire et ça peut explorer d'autres façons de faire, ça peut ouvrir aussi pas mal vos horizons, quoi. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais voir avec vous. Vous m'avez après posé pas mal de questions sur mon parcours, sur l'aspect financier, comment ça marchait au début, combien de temps ça a pris pour progresser. Vous m'avez posé des questions sur boutique Etsy, chaîne YouTube, sur les études que j'ai faites. D'autres questions un peu diverses et variées. Dites-moi si ça vous intéresse que je réponde à des questions comme ça en faisant une autre démo fleurie ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de questions au sujet. Mais en tout cas, celui sur
le couple et être artiste revenait beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu plus d'infos pour nous connaître et que ça vous aura intéressé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va vous proposer beaucoup de contenu autour des fleurs avancées dans les prochains jours. Donc abonnez-vous, mettez-nous un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va s'afficher sur l'écran parce que, à mon avis, elle va bien vous plaire. Allez, merci à vous et à bientôt. Salut!